au cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.1. 9, 2, 1, partez. L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. Bonsoir à tous et j'espère que vous êtes en forme et bienvenue pour cette nouvelle émission de 9 de 1 partez, l'émission 100% sport de Radio Grand Lac. Écoutez, très content de vous retrouver ce soir pour cette émission qui va parler de toute l'actualité sportive locale, savoyarde et haut-savoyarde. Et comme d'habitude, je suis bien accompagné, notamment de mon co-animateur Tom. Comment tu vas ? Salut Adrien, salut à tous. Et ravi une fois de plus d'être avec vous et en grande forme. Voilà. Parfait. Écoute, on en aura besoin de ton énergie. On va pouvoir parler notamment d'un sport en particulier ce soir. On fait soirée spéciale. Mais avant tout, je suis également accompagné de Justine. Comment tu vas ? Ça va, très contente de vous retrouver puisque ça fait longtemps que je suis pas venue au final. J'ai loupé l'émission de la semaine dernière, donc là je suis contente d'être là ce soir. Écoute, ravi de te retrouver parmi nous et puis on va refaire une jolie émission comme avec Driss qui est également parmi nous. Comment tu vas ? Ça va super et toi ? Très bien, écoute, ravi de vous avoir tous avec nous. L'équipe elle est complète et justement on va passer au programme du soir. Comme je viens de le dire, c'est une soirée spéciale, soirée 100% football, avec tout d'abord l'aspect local. On va parler du Chambéry Savoie Football. On va pouvoir poursuivre cette émission avec une page 100% euro. On va pouvoir discuter de toutes les infos, de toute l'actualité autour des Bleus notamment, et de leur 8e de finale face à la Belgique. Ça arrive lundi soir et on va pouvoir discuter de ça tranquillement. Et puis enfin, on écoutera comme d'habitude la chronique à viser de Justine. Et puis quant à Driss, on compte sur lui pour qu'il nous ravise de ses analyses pointues sur l'actualité autour de l'Euro. Il a préparé son sujet, là il est prêt pour vous sortir un maximum de belles informations. Donc voilà, le décor il est planté. On va passer à la première partie de l'émission et puis on va recevoir avec grand plaisir le président du Chambéry Savoie Football. Bonsoir Jean-Louis Saint-Bonnet. Bonsoir à vous et puis merci de nous recevoir puisqu'il y a Théo aussi qui est parmi vous. Donc c'est avec grand plaisir qu'on va parler avec le Radio Grand Lac. Voilà. Génial. Écoutez, merci beaucoup d'être parmi nous. C'est vrai que vous n'êtes pas venu seul. Il y a un joueur de votre équipe qui est avec nous ce soir, Théo Braillon. Comment tu vas ? Bonjour à tous, ça va, merci beaucoup. Ravi d'être sur la radio et merci beaucoup pour l'invitation. Mais il n'y a aucun souci, écoute, on voulait avoir les deux aspects du Chambéry Savoie Football dont on parle depuis le début de la saison. Driss qui nous raconte un petit peu les matchs que vous jouez le week-end et les différents résultats que vous avez. Donc je pense que lui, ça lui fait particulièrement plaisir de vous recevoir. Énormément, on a suivi tout au long de cette saison plein de rebondissements, plein de beaux résultats. On en reviendra plus en profondeur tout à l'heure, mais ravi d'avoir deux invités de cette équipe qui nous ont permis de vibrer cette saison encore une fois. Exactement. Pour commencer, moi j'aimerais commencer par une petite question au président et faire un petit point, un retour sur l'histoire un petit peu du CSF. Racontez-nous un petit peu d'où vient le club et où est-ce qu'il prend ses origines. Alors le club, c'est simple, en fin de compte, on a eu des mauvaises péripéties financières au temps du SOC. Donc vous voyez, il y avait une petite histoire Coupe de France qui s'est mal terminée avec un dépôt de bilan. Donc en fin de compte, c'est le SOC de Chambéry qui a démarré une nouvelle identité avec le CSF. Voilà, tout simplement, c'était une continuité du SOC. D'accord, ok. Et tout ça, donc c'était quand exactement ? Alors, je vais vous dire des bêtises parce que je vous dirais ça il y a 6 ans, je pense. Ok, d'accord. Ouais, j'étais pas là à cette période, c'est pour ça que j'ai un petit doute, mais je pense qu'il y a 6 ans, voire 7 ans de ça. Et donc il y a eu des relégations administratives qui avaient été liées à ça ? Exactement, il y a une relégation. Alors le club était en N3 déjà cette période, et après le dépôt de bilan, il y a une relégation en R2. Et il y a eu aussi une obligation, quand il y a dépôt de bilan, de changer d'identité sur l'association. Donc okay. Si je me rappelle bien, cette saison-là, on avait eu aussi un parcours en Coupe de France qui s'était arrêté en quart de finale contre Angers, au Stade des Alpes. Exactement, c'est cette période-là. On avait eu aussi également une montée en CFA, à l'époque ça s'appelait comme ça, il me semble. Exactement, il y a eu une montée en CFA qui justement le club c'était vraiment une année super et c'est des problèmes financiers qui ont fait qu'il y a eu ça a empêché la montée en CFA et puis le dépôt de bilan par la suite.
Ok. Eh ben, là, depuis, le club, il va beaucoup mieux. Je pense que Driss, il a une image en tête. C'est sûrement le parcours en Coupe de France que vous avez vécu l'année dernière. Vas-y, tu peux nous toucher 2 mots? Alors oui, tout de suite, on reprend cette victoire contre Grenoble au stade municipal qui a été juste extraordinaire au penalty, et Braillon a été un vrai partisan de cette qualification. Je voulais aussi revenir sur vos matchs au municipal. Est-ce que vous militez pour jouer un peu plus souvent au municipal? On sait que cette saison, vous avez eu énormément de victoires, mis à part l'élimination contre Toulouse en Coupe de France. Est-ce que pour vous, c'est un plus? Est-ce que c'est véritablement le 12e homme? Est-ce que pour vous, ça reste quand même un atout? On sait qu'il y a eu une grosse victoire aussi contre la réserve de Saint-Etienne. Qu'en pensez-vous de tout ça? Alors, je vais être totalement transparent. C'est un outil de travail magnifique. Donc, alors je reviens sur le nom parce que maintenant c'est le stadium et plus le municipal. Oui, je pensais que justement le municipal c'était quand même un peu la tradition à Chambéry, mais on est passé au stadium après un vote. Et donc c'est vrai qu'on a inauguré le stade cette année où on a fait 4 matchs, on va dire, pour commencer. Le temps aussi de prendre nos marques. On a des salons partenaires exceptionnels, donc j'en profite pour remercier nos partenaires. Et c'est vrai que c'est tellement un plus. Et pour le recrutement des joueurs, c'est vrai que cette année, quand vous montrez le stade, ça donne tout de suite envie de venir. Donc c'est vrai que c'est vraiment un outil de travail magnifique parce que pour moi, c'est limite un stade de Ligue 2 et non pas un stade de N3. Faut être franc. Et comment, du coup, en termes d'infrastructure, est-ce que vous avez participé finalement à la conception de ce nouvel outil, peut-être en lien avec les administrations publiques? Alors la conception, je vais être franc avec vous, ça s'est plutôt fait au sein de la ville. Le rugby ont beaucoup œuvré aussi. Nous, on a plutôt œuvré pour avoir notre place au stadium, mais à la base, vous voyez, il y a 2-3 petits fonctionnements encore à régler au niveau du foot, parce que ça a été conçu aussi pour être un stade de rugby, puisqu'on le partage avec le rugby. Et si je rebondis un peu sur ce vous avez parlé tout à l'heure, est-ce qu'on va y jouer plus souvent? C'est le souhait du club. Donc je pense cette année on va faire plus de matchs. Nous, notre seul souci, c'est choisir des matchs où on puisse quand même remplir au minimum le stade. Donc vous voyez, on a fait quand même des matchs contre Saint-Priest où on était 2000. On a fait un match contre Saint-Etienne, 2500 personnes. Je vais vous dire franchement, pour la N3, c'est exceptionnel. Sans parler des matchs de Coupe de France, on a rempli le stade. Mais ça fait aussi partie du projet de l'année prochaine. Et surtout, ça fédère le football savoyard, puisque en fin de compte, il y a un peu tous les clubs de Savoie qui se réunissent au sein du stadium et qui viennent on va dire nous supporter. Et ça, c'est un peu le but aussi du CSF, d'être une locomotive du football savoyard. Et justement, vous parlez de la cohabitation avec le rugby. On avait reçu un joueur qui nous disait que ça se passait très très bien. C'est quoi justement votre point de vue à ce niveau-là? Elle se passe bien, la relation avec le SOC? Alors le point de vue à ce niveau-là, je vais vous dire, le président, que ce soit le manager, les présidents du rugby, c'est des potes. Donc on peut que bien s'entendre. Et quand on fait des événements, justement, on essaye que ça soit d'un côté ou de l'autre, sur des événements, que ça soit sur des tournois jeunes ou justement au stadium, pour que on puisse se servir aussi de leurs outils. Voilà, je pense qu'il y a vraiment aucun problème de cohabitation. Après, c'est juste le seul problème, c'est que la ville, vous voyez, par exemple sur le week-end même, c'est impossible de jouer les 2 équipes en même temps, puisque en fin de compte, il faut mettre, vous savez, au rugby, on est obligé d'enlever justement les bancs du foot, parce qu'autrement ça cache les premières places. Donc vous voyez, c'est plutôt un problème logistique de la ville qu'un problème d'entente entre les 2 clubs. C'est pas du tout ça. Donc l'année prochaine, je pense qu'on va essayer de faire entre 7 et 8 matchs. Vous voyez. Okay. Je vais me tourner vers Brian pour une petite question par rapport à l'expérience engrangée ces 2 dernières saisons où tu as évolué au CSF. La première qui a été aussi tout aussi bonne en termes de Coupe de France, où vous êtes allé loin, vous êtes fait éliminer au Groupama Stadium, qui était juste un exploit pour Chambéry. Un peu plus en difficulté en championnat. Et cette année, les deux
parties du foot ont été concluantes avec un bon parcours en Coupe de France et une 3e place en championnat. Toi, en termes d'expérience, qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce que t'as apporté ces 2 saisons? La première saison l'a énormément apporté au niveau surtout mental. On a beaucoup appris parce qu'on est passé un peu du rêve en Coupe de France, un peu au cauchemar aussi avec le championnat. On avait enchaîné 5 défaites après l'Olympique Lyonnais. Donc on était un peu redescendu de notre nuage et du coup, justement pour la saison suivante, donc la saison qui vient de se passer, on a aussi pu gérer mieux ça, nous les joueurs. On a eu un nouveau coach, lui qui n'a pas connu notamment du coup la descente qu'on avait connue en N3 parce qu'on a été repêché grâce à la DNCG. Donc c'est sûr qu'on a pu le mieux la gérer, on a pu mieux gérer aussi les émotions. Parce que c'est, pour nous, joueurs de National 3, même si ça reste un bon niveau comparé aux équipes qu'on a jouées, c'est rien du tout. Donc on s'est mieux préparé à l'après-Coupe de France en fait. Parce que pendant un mois où on avait tous les journalistes au club, aux entraînements, on faisait des stades pleins en fait. Et quand tu passes au championnat et que d'un coup, t'as 600 personnes à Magère, 600 personnes remplies Magère, mais c'est sûr que c'est moindre. Et du coup, on a pu mieux gérer cette période. Ok. Et si on revient un petit peu, toi, sur ta relation avec le football, comment est-ce que ça a commencé un petit peu? Raconte-nous d'où vient un petit peu cette envie de devenir footballeur. L'envie de devenir footballeur, j'ai depuis que je suis tout petit. C'est un peu une histoire de famille aussi. Mon père joue au foot. Ma mère, sa famille baignait dans le foot. Elle a pas joué, mais énormément joué au foot de ses grands frères. Et il y a aussi mon frère qui jouait. Et moi, je suis le plus petit, du coup. Et dès l'âge de 5 ans, je me suis inscrit dans un club au FC Nivolais. J'ai fait jusqu'à mes 12 ans là-bas. Okay. Du coup, de mes 5 ans à mes 12 ans. Après, je suis allé du coup au SOC, Stade Olympique Chambérien, de mes 12 ans à mes 14 ans. Et à 14 ans, j'ai été repéré par le club d'Évian-Toulon-Gaillard, où j'avais signé 4 ans du coup là-bas, un contrat chez les jeunes. Du coup, jusqu'à mes 16 ans, sauf que à 16 ans, du coup, le club a fait faillite. Il y a eu un trou d'environ plus de 10 millions d'euros. Donc c'était assez important. Ouais, on s'en souvient. Malheureusement pour nous les joueurs et aussi pour les salariés qu'il y avait au club, parce qu'il n'y a pas que les joueurs dans cette situation-là. Et du coup, à mes 16 ans, j'avais été appelé par l'AS Saint-Etienne. Pour finir ma formation, j'avais signé un contrat de 2 ans. J'avais eu énormément de problèmes dans mes contrats pour pouvoir jouer au football, parce que même si quand on a des contrats, on a aussi une licence en dessous. Okay. Parce que le club d'Évian-Toulon-Gaillard n'était pas officiellement relégué par la justice, parce qu'il fallait qu'il passe en jugement. D'accord. Du coup, pendant 3-4 mois, j'étais sans ma licence pour pouvoir jouer au football. Et du coup, ça a été une période très très compliquée, parce qu'il y avait aussi de gros joueurs à mon poste, défenseur central, où il y avait William Saliba, Wesley Fofana, William Saliba qui fait l'Euro, Wesley Fofana qui est à Chelsea, donc c'était pas évident pour moi. Du coup, j'avais pris la décision de résilier mon contrat. D'accord. Et de retourner du côté de Thonon, Évian, Savoie Football, ça s'est appelé à l'époque, le renouveau de Évian. Et où je suis arrivé là-bas, je me suis fait les ligaments croisés, du coup. Du coup, une saison noire, comme on peut le dire, pour moi, aussi bien sur le plan sportif que mental. Parce qu'à côté de ça, il faut oublier qu'on a aussi l'école. Mais bon, quand l'un va pas, quand le foot ne va pas, il n'y a rien qui suit, quoi. Et du coup, j'ai enchaîné ma saison, je suis revenu de mes ligaments croisés, j'ai fait ma saison en 19 nationale du côté de Thonon. Elle s'est très bien passée, personnellement. J'avais été approché par pas mal de clubs, mais pas assez pour pouvoir mes essais étaient pas assez concluants pour que je signe dans les clubs de Ligue 1. Il y avait eu notamment Reims. Et du coup, j'ai pris la décision d'aller signer du côté du FBBP, Bourg-en-Bresse, Perona, qui était à l'époque en National 1. Donc moi, j'ai attaqué avec la U19 R1. On fait la montée en 19 nationale, on a une génération magnifique. Et l'année d'après, je reprends avec les professionnels. Je fais la préparation, je fais 2 mois, tout se passe très bien, sauf que le coach prend la décision de me renvoyer avec la réserve, ce qu'il avait fait avec tous les jeunes en fait. Mmh. Et du coup, je fais une saison en R1. Après, il y a eu les années Covid. Ah ouais. La chance que moi j'ai eu comparé à d'autres, c'est que nous, même s'il y avait le Covid, on s'est arrêté du coup au premier confinement, tout le monde s'est arrêté. Mais les confinements suivants, nous, on ne s'est pas arrêté parce que du coup, moi, j'avais intégré le groupe professionnel, le groupe de la Nationale 1, et j'avais eu cette chance-là de pouvoir continuer et de faire mes premiers matchs en professionnel, mes 5 premiers matchs, et après ma dernière saison de mes 21, mes 22 ans, donc en 2021-2022, elle s'est très mal passée. Mon coach me faisait pas confiance, clairement. Faut dire ce qui est, et du coup,
on s'était très mal entendu et la fin s'est très mal passée. Ok. Et du coup, j'ai fait mon retour sur Chambéry, donc chez mes parents. Ça m'a fait énormément plaisir. Ça m'a fait plaisir de revenir sur Chambéry, un club qui change un peu des habitudes que je connaissais, parce que c'est un club familial. Bien sûr, il y a le plan sportif, faut avoir des résultats, mais il y a ce côté famille que le club de Chambéry n'a rien à envier aux autres clubs, quoi. C'est ça qui fait notre force, et qui a fait notre force notamment cette année, qu'on a pu faire cette belle saison. Et du coup, tu as pu apporter un peu ton expérience du haut niveau sur ces matchs de Coupe de France que tu as joué ces 2 dernières saisons. C'était sympa, j'imagine, aussi pour toi de pouvoir retrouver ces ambiances-là et ce niveau de performance-là. Ouais, c'est sûr. Quand nous joueurs, on goûte au premier match professionnel, au premier match à enjeu, en fait. Même quand on joue face à des gros joueurs, des grands noms, ça nous donne que envie d'y retourner. Donc c'est sûr que j'avais un peu perdu cette flamme, vu que j'y avais quitté assez amèrement. Mais c'est vrai que de rejouer contre l'Olympique Lyonnais, contre Grenoble, contre Toulouse, ça donne que envie d'y retourner. Et oui, je sais pas si j'ai fait part de mon expérience, mais je pense que j'ai essayé d'aider les coéquipiers. On l'a fait. Au final, on a gagné Grenoble, ce qui est magnifique, qui était 3e de Ligue 2 à l'époque. On les a rencontrés. C'est vrai. Eh ben, écoute, magnifique. Un parcours atypique, mais c'est le tien. Et franchement, c'est super sympa de partager avec nous comme ça. Merci, l'ensemble du plaisir. truc. Donc, très très cool. Moi, j'aimerais revenir un petit peu sur le CSF et parler un petit peu de comment va le club en ce moment. Vous comptez combien d'adhérents? Est-ce que aujourd'hui, vous remarquez une belle attractivité de la part des jeunes qui viennent chez vous pour jouer au foot, tout simplement? C'est pour vous la question, monsieur le président. Pardon, je me suis j'ai pas adressé. Sur le nombre d'adhérents, moi je sais pas. Non, mais on va dire qu'on a à peu près 510 adhérents. D'accord. Au club. Je vais être franc avec vous, on pourrait être beaucoup plus parce que le bassin chambérien commence à être copieux, c'est le coup de le dire, niveau jeune. Et donc on essaye aussi de garder quand même des entraînements de qualité. Et puis, vous voyez, on a tous les jeunes qui sont en R1. Les U18 sont remontés cette année. C'était un petit peu le bémol qu'on avait l'année dernière. On avait des U18 en R2. Donc, ça nous mettait aussi des U17 en excellence, c'est-à-dire niveau départemental. Là, les U18 sont remontés en R1. Et les U17 sont montés en R2. Donc, en fin de compte, on joue toutes les équipes jeunes jouent au plus haut niveau régional. Et en plus, on est en train de monter une section sportive qui commence à être la locomotive aussi du foot savoyard. C'est-à-dire nos petites U18, elles sont montées en R1. C'est exceptionnel quand même. Vous voyez, elles vont aller jouer sur Clermont-Ferrand, plein de clubs comme ça. Et l'équipe senior filles qu'on a monté il y a 2 ans, elles sont montées chaque année et ça y est, elles sont au niveau R2 et je pense qu'elles n'ont pas fini de nous étonner. Donc vous voyez, ça c'est aussi le petit plus du club, c'est d'avoir un football féminin attractif et de plus en plus là on a recruté pas mal de filles qui sont de l'Isère, qui font quand même pas mal de kilomètres pour venir chez nous. C'est que le club se porte bien. Voilà, niveau financier, on va pas se plaindre parce que c'est vrai que la Coupe de France c'est toujours une plus-value. On a beaucoup de partenaires qui sont fidèles et voilà qui nous suivent. Et puis on parlait du stade tout à l'heure. J'espère que ça va s'y mettre un petit boom pour attirer des nouveaux partenaires. Très bien. Donc voilà. Ouais, il est vrai qu'on ressent votre volonté d'être très fédérateur, notamment autour du foot sur le bassin chambérien, avec notamment l'arrivée du nouvel outil. Au niveau des objectifs, du coup, pour la saison à venir, à moyen terme, comment vous projetez ? L'objectif déjà de l'année prochaine, on va pas s'enflammer, c'est déjà un bon maintien parce qu'on a encore 5 descentes. Et à force de réduire les poules de N3, ça devient limite des poules de N2 il y a quelques temps. Vous voyez, cette année, quand on voit les descentes de N2 entre Bourgoin, anciennement le TG et quelques, vous voyez, il y a Chamalières aussi. Il y a beaucoup de clubs de Rhône-Alpes qui étaient en N2 qui descendent. Ça va faire une poule très très compliquée cette année. Donc en fin de compte, on s'est occupé de faire un bon recrutement tout en étant raisonnable, parce que ça c'est aussi l'image du club, comme disait Théo tout à l'heure, c'est un club familial et qui fait pas n'importe quoi.
Je veux dire, franchement, on est arrivé en N3 où il y a beaucoup de clubs, je trouve, qui s'enflamment beaucoup. Nous, on essaye de rester raisonnable et puis tout en étant attractif quand même. Vous voyez, nous, la plupart c'est même quasiment tous les joueurs travaillent à côté. Alors que dans beaucoup de clubs de N3, maintenant, il y a pas mal de joueurs qui ont des contrats, qui s'entraînent le matin. Je pense que ça, pour nous, c'est aussi notre image de marque, d'essayer de concilier les deux. Alors demain, si on gravit les échelons, on sait que ça pourra pas durer. Mais on essaye aussi d'avoir le maximum de joueurs locaux, ce qui est le cas. Il y a beaucoup de joueurs formés au club. Et en fin de compte, là, les joueurs qu'on a recrutés cette année, c'est qu'il y avait un lien avec la Savoie. Et voilà, tout est fait avec intelligence pour que les gens ils se sentent bien chez nous. Et je pense que vous verrez le recrutement qu'on a fait. Je pense que on va avoir des bonnes surprises et je l'espère. Alors je voulais revenir sur cette dernière saison là où vous avez fini 3e. Il y a eu un vrai renouveau comparé à l'année dernière où vous jouez le maintien. Cette année, grâce notamment à Théo Braillon et ton acolyte Poujol, c'est ça ? C'est ça. Qui ont prolongé justement aujourd'hui une saison de plus. On a vu que vous étiez la meilleure défense de N3 cette saison dans votre poule, donc c'est exceptionnel. Vous étiez souvent à la lutte avec Saint-Etienne ou Espali au cours de cette saison. Dans le dernier tiers, vous avez recollé avec Lyon-la-Duchère. Vous avez même une finale à domicile contre Lyon-la-Duchère pour la 2e place. J'ai vu ce dernier match un peu dans la rigolade, un peu bon esprit. Il n'y avait pas forcément grand intérêt. Comment tu l'as vécu toi ce dernier match ? Il y avait quand même l'objectif d'aller chercher la 2e place, parce que si on regarde bien, on est quand même 3e ex-aequo à la différence de but. Donc non, il y avait quand même l'objectif de gagner ce match. Après, bien sûr, quand les derniers matchs arrivent, il y avait le beau temps, on était à Magère devant les supporters. On voulait gagner ce match, mais bon, on a aussi des amis en face, donc oui, on l'a un peu pris avec le sourire, pas la rigolade, mais avec le sourire. Mais c'est vrai que ça reste un petit goût d'inachevé. On aurait bien aimé finir sur une bonne note, et vu la belle saison qu'on a fait, ça aurait été que magnifique. Et vous, président, sur cette saison, qu'est-ce que vous en pensez ? Eh ben, alors, si on se rappelle le début de saison, où il faut quand même se rappeler que Théo l'a très bien dit, on a été repêché vraiment au dernier moment, c'est-à-dire une semaine avant la reprise du championnat. Il a fallu se retourner, voilà. Et puis vous savez, on avait fait quand même aussi le deuil sur la N3 au bout d'un moment, donc on a dit on va redémarrer en R1, et au dernier moment on a été repêché, et puis je pense qu'on a fait une année de folie où on aurait même pu aller chercher autre chose, parce que on a raté, et Théo peut le dire, on a raté quelques points avec des adversaires au classement plus faibles que nous. On n'a pas réussi à prendre 2 points. Je pense que ça nous a fait mal. Et par contre, on va se dire, c'est aussi la magie du foot. Vous êtes relégable en début de saison, c'est le coup de le dire, et en fin de saison, on jouait presque une montée. Donc, on peut être que heureux, plus la Coupe de France. Franchement, je remercie les joueurs, leur implication, parce qu'on a vécu une super saison. J'espère qu'on va en vivre une aussi belle l'année prochaine. Ok, bah écoutez, ouais, c'est vrai que là, on passe un petit peu du tout au tout, et c'est ça la magie du foot, en effet. Moi, je m'adresse à toi, Théo, par rapport justement à l'impact et à comment est-ce que tu vis ton quotidien de footballeur, notamment avec ce nouvel entraîneur. Comment est-ce que ça se passe, l'entraînement, la préparation ? Raconte-nous un petit peu comment tu fais. Là, pour le moment, depuis la fin de saison qui vient de se passer, on n'a pas encore repris. On reprend le 18 juillet, pardon. D'accord. Donc là, pour le moment, on a notre programme qu'on a dû attaquer hier. Un programme, du coup, que le préparateur physique nous envoie dans notre groupe et qu'on a à faire une préparation individuelle. C'est la même pour tous. D'accord. Pour ça, il n'y a pas de problème. Et puis, on se prépare du mieux possible. Après, comme le disait notre président, Monsieur Saint-Bonnet, nous, on travaille à côté. Donc, c'est aussi pas évident. Il faut trouver des moments le soir. Bien sûr. Mais bon, c'est comme tout, on s'adapte, et quand on a l'amour du foot, on fait tout pour qu'on soit aussi au top physiquement. Donc on met des choses en place, on adapte son emploi du temps. Donc ça, il y a pas de problème. Mais c'est vrai que pour moi personnellement, au début d'aller au travail et d'après d'aller au foot, j'avais jamais connu ça. Ouais. C'était vraiment pas évident, autant sur le plan mental que physique. Ouais, ça doit être fatigant un petit peu au début, j'imagine. Mais sur les entraînements, plus précisément, que tu as pu suivre cette saison, ça s'organisait comment un petit peu ?
Bon, nous, par exemple, on s'entraîne du coup à 18h30 cette saison. On avait rendez-vous à 18h au vestiaire. Donc, on passait du moment dans le vestiaire à débriefer notre journée, à raconter quelques conneries, hein. Faut être très franc, on a un vestiaire qui vit énormément. Ah, c'est bien ça. Il vit énormément. C'est vraiment on était une vraie bande de potes. Et de toute façon, qu'on va retrouver l'année prochaine parce qu'il y a très peu de départs. Donc, voilà, ça se passait à 18h30. Fallait qu'on attaque parce que notre coach, Monsieur Ivars, il était très à cheval sur les horaires. Parce que lui, il venait de Lyon, il faisait aussi un énorme effort. Donc, on s'entraînait environ 1h30, des fois, voire 1h45. Puis, c'est un peu une routine d'un entraînement, quoi. On arrive, on s'échauffe. Les échauffements, ils varient en fonction du préparateur physique. Et après, on rentre dans notre thème et dans le thème de la séance. Chaque séance a un thème précis en fonction du match du week-end, en fonction de l'adversaire qu'on reçoit ou chez qui on va. Et du coup, c'est vraiment intéressant quand on est joueur et qu'on a un peu ce recul-là de voir les thèmes précis de la séance et les aménagements aussi de la séance. Parce que des fois, les coachs sont obligés de s'adapter. Quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent au niveau du rendu de notre part, ils changent les règles, ils changent, par exemple, le terrain, les dimensions du terrain. Donc ça, c'est aussi très intéressant à voir. Et on a eu cette chance-là d'avoir un staff très très bien cette année, très bien organisé et qu'ils ont su s'adapter à nous. Parce qu'on a eu des périodes difficiles aussi au niveau du groupe en termes de nombre de joueurs. Au mois de janvier, on enchaîne 4 victoires, mais en toute franchise, à s'entraîner, on était 15 par entraînement. Ah ouais. On a eu une grosse... Il y a eu des gros moments pas de solitude, j'ai envie de dire, mais on était très peu à l'entraînement. Je me rappelle d'une veille de match. Samedi, on jouait contre Lyonnais, c'était au mois de janvier. On était 10 la veille. Wow. Entre les blessures, entre les malades, aussi entre le travail, on est allé chercher des joueurs de la réserve qui étaient en R2 pour aller jouer le match au Lyonnais. Et puis, grâce à la force du groupe et à l'ambiance qu'on avait dans ce groupe, on a réussi à gagner des matchs. C'est vraiment que la force d'un groupe cette année. Et ça se reflète sur nos résultats, de toute façon. Quand un groupe vit bien, il y a rien à dire. On a beau avoir le talent, si notre groupe il vit pas bien, on n'en fera rien. Alors que si on a moins de talent, mais qu'on a un gros groupe, un bon groupe en termes d'affinité, on peut exploser et c'est ce qu'on a fait cette saison. Génial. Moi, je trouve que c'est une belle mentalité. T'en penses quoi, Driss ? Ouais, c'est excellent. Je voulais juste revenir un peu sur ton meilleur match cette saison, le plus beau souvenir que tu as eu. Il y a eu de belles rencontres, sachant que vous avez gagné la réserve de Lyon 2 fois, un beau match contre Saint-Etienne au Stadium, et bien sûr ce parcours en Coupe de France. Sincèrement, mon meilleur match, on va dire ma plus belle émotion, j'en ai 2. Il y a bien évidemment, il y a celle de Grenoble. Battre un club de Ligue 2 devant 3500 personnes, il n'y a rien de plus beau. Ton but ? Et mon penalty. Mon penalty, ça va. J'étais assez confiant, du coup. Plat du pied ? Ouais. Gros coup de pied, plutôt au milieu de la cage. Mais ma deuxième plus belle émotion, c'est contre Saint-Priest, quand on perd 2-0 à la 90e. On met ce but à la 93e de Nassim Akrour et que moi, je viens égaliser à la 97e, je sais. Wow. Je savais même pas comment célébrer, d'ailleurs. Il pleuvait. Je suis allé vers les supporters, prendre corner, j'ai glissé à plat ventre, n'importe quoi. Mais moi, alors, mon plus beau match, sincèrement. Le plus abouti. T'es sorti du carré vert. La saison, elle est aboutie, la saison. La saison, elle est aboutie. Je trouve que j'ai fait une saison très aboutie. Ressortir un match, j'avoue que j'y avais pas pensé. Mais... Pas un duel perdu, que des bonnes relances. Ce qui est sûr, c'est que ça sera pas mon premier match de l'année contre la Duchère, parce que là, j'ai été catastrophique à ce match-là. Ok, on a le plus mauvais, on va dire. Très bien. Le plus mauvais, on se satisfait d'une belle saison avec un départ un peu compliqué, mais le reste a été excellent. Donc, écoutez, est-ce que, Monsieur le Président, vous avez quelque chose à rajouter pour terminer ? Non, écoutez, je vous remercie encore de nous avoir invités et de nous suivre tout au long de l'année. Et puis en tout cas, on va juste espérer que la saison prochaine se passe bien et puis que on va dire les résultats soient là, le public soit là. Et puis c'est tout ce qu'on espère. Donc voilà. Que la saison ressemble aussi à celle qu'on vient de vivre, parce qu'elle a été vraiment, pour nous à suivre en tout cas, incroyable. Passionnante. Et tous les jeudis, on essayait de vous suivre et de savoir un peu ce qui s'était passé de votre côté. Exactement, Driss, il était au rendez-vous pour nous raconter tout ça. Donc, tout ce qu'on peut conseiller en tout cas à nos auditeurs, c'est de passer au stade l'année prochaine, ne pas hésiter à aller supporter le CSF. Ne pas hésiter à venir au stade, ça c'est très important pour nous soutenir.
Exactement. Donc très bien. Je vous remercie beaucoup en tout cas, Monsieur le Président. Merci à toi, Théo. Merci. Merci beaucoup. Et puis au plaisir de se retrouver, pourquoi pas l'année prochaine dans cette émission. Avec plaisir. Au plaisir, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Passez une bonne fin de soirée. Allez, bonne soirée à vous aussi. Merci. Au revoir. Voilà. Écoutez, on va se faire une petite pause musicale. On va prendre le temps de respirer. On se retrouve tout de suite sur les antennes de Radio Grand Lac. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.1. 9, 2, 1, partez. L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. De retour sur les antennes de Radio Grand Lac pour cette deuxième partie de l'émission. Écoutez, on vient de terminer avec le Chambéry-Savoie Football et son président, que je remercie encore d'être venu partager avec nous toute l'histoire de ce club, cette magnifique saison qu'ils ont passée. Mais on garde sous le coude Théo Vraillon parce qu'on va parler d'Euro un petit peu après et je suis curieux d'avoir son avis un petit peu sur la situation et notamment de celle de nos Bleus. Donc, mais avant toute chose, on va débuter avec la chronique de Justine. Justine, je crois que tu as plein de choses à nous raconter aujourd'hui. Et tout d'abord, tu voulais commencer par l'escalade et la qualification de nos locaux au JO. C'est ça, on va couper un petit peu du foot pour parler d'escalade pour commencer. Donc le week-end dernier, il y avait les qualifications aux Jeux Olympiques d'escalade, que ce soit en combiné, donc bloc et difficulté, ou en vitesse. Et on a pu retrouver des Chambériens. Tout d'abord en combiné, donc chez les hommes, Mejdi Schalk, qui a atteint la finale en arrivant 6e lors des demi, et Paul Jemft, j'arrive toujours pas à le dire, c'est compliqué, qui n'atteint pas lui la finale en arrivant 9e, mais il avait des points d'avance qu'il avait gagnés lors de la première étape des qualifications à Shanghai. Donc pendant la finale, les deux Français encore en lice, notre Chambérien et Sam Avezou, doivent donc rattraper ce retard pour se qualifier au jeu. Et c'est finalement Sam Avezou du club de Massy qui arrive premier de cette qualification et qui obtient facilement son ticket pour les Jeux, puisque il arrive premier du combiné. Et malheureusement, notre vice-champion du monde, Mejdi, qui n'arrive pas à rattraper son retard, mais ça veut quand même dire qu'on retrouvera un Chambérien au jeu, donc Paul, qui sera donc aux côtés de Sam Avezou. Sam qui a donc rejoint sa sœur aussi, qui est qualifiée le même week-end qu'elle au jeu. C'est une belle histoire, ça. Donc ouais, c'est ça. Ils font tout en famille. Très bien. Donc voilà. Et encore un super week-end de grimpe. Honnêtement, je cesse de le dire, mais je trouve que c'est très très plaisant de voir notre équipe de France grimper comme ça. Donc je conseille à tous ceux qui connaissent pas beaucoup de s'y intéresser et du coup par la même occasion de suivre Paul, notre Chambérien, à partir du 5 août lors des Jeux. Ouais, profiter de ces Jeux pour se voir des Chambériens à la télé et les voir performer, c'est génial. On va passer un petit peu au cheval et à la saison hippique qui se profile à l'hippodrome d'Aix-les-Bains. Oui, la saison des courses hippiques à l'hippodrome, elle est lancée depuis aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui à midi, c'était la reprise. Et comme chaque année, Aix-les-Bains propose 9 réunions en 2 temps, 4 journées de galop et 5 de trot. Donc c'est environ 8 courses par journée. Et la prochaine, c'est jeudi prochain, le 4 juillet à midi. Et ensuite, ils en proposent un peu toutes les semaines. Donc il est possible de retrouver les dates facilement sur le site de l'hippodrome ou sur celui de la ville d'Aix-les-Bains. Et donc tout au long de la saison, il y a des animations pour les adultes et pour les enfants. Et vous retrouverez aussi à boire, à manger. Donc encore une fois, l'occasion de passer un bon moment en famille ou entre amis en découvrant la course hippique qui est pas très connue. Enfin, connue sur Aix-les-Bains quand même avec l'hippodrome, mais très peu de gens au final suivent bien, donc c'est encore une belle occasion. Exactement, de sortir un peu et puis de voir des athlètes performer avec leur monture. Un petit mot du gala de natation artistique qui est organisé par le Cercle Nageur. On en avait parlé quand on les avait reçus sur l'émission. Et c'est ça, et c'est samedi que le Cercle Nageur d'Aix-les-Bains organise le gala de natation artistique pour présenter le résultat d'un an de travail, que ce soit chez les enfants ou chez les plus grands. Donc c'est à la piscine d'Aqualac. Les gradins ouvriront à 18h15 et le gala, lui, commence à 19h. Donc encore une fois, un sport dont on n'a pas beaucoup parlé, même si on les a reçus. Mais encore l'occasion de découvrir les pratiques sportives que l'on connaît le moins autour d'un beau spectacle. Et je vous conseille de réserver vos places sur le site du Cercle Nageur d'Aix-les-Bains pour vous assurer de pouvoir
y participer, enfin de pouvoir regarder quoi, et pour profiter des animations qui seront aussi au rendez-vous. Et puis Radio Grand Lac ira peut-être y faire un tour si c'est possible. Bah ouais, pourquoi pas. Encore une fois, c'est une belle discipline qui est présente aux Jeux Olympiques et qu'on va pouvoir avoir un petit avant-goût voilà au niveau local. Dernière petite mention pour le passage du Tour évidemment qui passe par Chambéry. C'est ça, juste pour rappeler à tous nos auditeurs que le Tour de France passera à Montmélian, Challes-les-Eaux et Chambéry lors de la 5e étape qui relie Saint-Jean-de-Maurienne à Saint-Vulbas, je ne sais pas, le 3 juillet. Donc c'est l'occasion toujours de profiter d'une bonne ambiance comme chaque année autour des coureurs. Et voilà, c'est vraiment pour faire un tout petit rappel sur cet événement qui passe encore à Chambéry. Donc c'est cool. Voilà, je profite également de vous dire, vérifiez bien les rues et les accès bloqués par le Tour de France. Prévoyez à l'avance au cas où. Ne soyez pas bloqués, mais profitez surtout de ce beau rendez-vous. Sortez et encouragez ces cyclistes qui donnent le max et qui sont toujours aussi magnifiques à voir. Profitez de la caravane du Tour également. Ça va être incroyable. Merci Justine pour cette belle chronique. Avec plaisir. Et voilà, on y est. On va arriver sur le grand sujet de la soirée. On va pouvoir parler de l'Euro. Pour ça, je vais donner la parole à Driss qui va nous parler un petit peu de ce qu'il a préparé. Mais on va surtout aborder les matchs de la France et puis celui qu'on a vu contre la Pologne pour terminer cette phase de poule. Alors exactement, on va déjà revenir sur cette phase de poule en entièreté, pas mal de points positifs, mais également pas mal de points négatifs. Déjà, le premier point positif, c'est notre défense qui a été largement au rendez-vous. Impérial. Je pense que Didier Deschamps a clairement trouvé la bonne recette et je pense que c'est aussi une certitude qu'il a trouvée pendant cette phase de poule. Le milieu de terrain aussi également a donné certitude, pas mal d'activités, beaucoup de dépenses et je pense que c'est là où les points négatifs entrent. Je pense que au troisième match contre la Pologne, j'aurais peut-être fait tourner à l'image de Rangnick, qui est l'entraîneur d'Autriche, qui a complètement sorti ses cadres pour apporter de la fraîcheur, faire tourner. Et on l'a vu, ils ont réussi à gagner le Pays-Bas et se qualifier du bon côté du tableau. Et finir premier de cette poule alors qu'ils avaient perdu le premier match contre l'équipe de France. Exactement. Ensuite, ils ont mis 6 buts, donc un beau parcours pour l'Autriche. Comme l'Espagne d'ailleurs. Ils ont fait tourner aussi le dernier match et ils ont remporté. Ils finissent avec 9 points. Mais eux, ils étaient déjà qualifiés, c'est ça la différence. C'est ça aussi. Oui, c'est vrai. Et puis, pour revenir à ce match contre la Pologne où on ouvre le score grâce à un penalty de Kylian Mbappé, et là aussi un autre point qui m'a dérangé, c'est que Deschamps fasse rentrer 3 joueurs en même temps, ce qui a complètement dérangé l'équilibre de cette équipe qui rentrait dans son match tout doucement. C'est vrai que offensivement, là on va un plus gros point négatif, c'est qu'on est clairement en manque de réalisme et que voilà, on n'a forcément pas le bon geste. On s'est procuré énormément d'occasions face à la Pologne. Malheureusement, on s'est confronté à un goal polonais juste super bon. Skorupski, très très fort. Qui n'est pas titulaire d'habitude, parce que Szczesny depuis une décennie est titulaire avec l'équipe nationale. Mais titulaire à Bologne, qui a fait une super saison en Serie A par contre. Donc pour revenir à ça, on a eu l'absence de Kylian contre le Pays-Bas et on a clairement vu que l'équipe de France a pas mal de points négatifs, mais essaye de les corriger. Contre la Pologne, on a clairement vu que on était au-dessus et je pense que ce match-là aurait pu servir de lampe de lancement et nous lancer pour le reste de cet Euro. On a vu que dans les autres compétitions, et notamment avec les équipes de Didier Deschamps, que l'équipe de France était plutôt un gasoil et qu'elle mettait un peu de temps à se réveiller, à monter en puissance. Mais là, c'est assez préoccupant au niveau du secteur offensif. Donc voilà, je voulais un peu avoir votre avis sur la globalité, surtout Brian, parce que toi tu connais un peu plus le terrain que nous. Non, ce qui est sûr, c'est comme tu l'as très bien dit, Didier Deschamps, il a trouvé sa charnière défensive, il a trouvé son gardien. Avec un ancien ami à toi. Un ancien, oui, ami à moi, oui, qui était William Saliba, que j'ai côtoyé à la Saint-Etienne, qui était très au-dessus du lot dès le plus jeune âge. Hein. Il était déjà plus grand que tout le monde, meilleur techniquement, meilleur dans tout, clairement, faut dire ce qui est. Et non, ce qui est préoccupant, c'est sûr que c'est la finition. Parce que le plus dur dans le football, c'est ce qu'on dit à chaque fois, c'est de marquer. Et c'est sûr que quand tu as des attaquants qui sont en manque de confiance, comme Kylian Mbappé, clairement, en ce moment, il a un petit manque de confiance, même s'il a mis son penalty. On a Ousmane Dembélé qui a jamais été un grand finisseur.
Ousmane Dembélé sur 16 matchs en compétition officielle avec l'équipe de France, c'est 0 but quand même. Ouais, c'est fou. C'est pas rien. On avait Bradley Barcola où c'était l'un de ses premiers matchs titulaires, je crois, officiels dans une compétition. Ouais. Donc même s'il est très 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 fort et qu'il a fait un énorme match, et à la finalité on remarque que très peu de joueurs offensifs sont décisifs, et notamment sur ces 3 matchs, parce qu'on a mis un CSC et un penalty. Exact. Ah ouais, pas de but dans le jeu Là, pour l'équipe de France. Aucun but. On voit qu'on a des joueurs offensifs, notamment nos ailiers, qui font pas mal de différences. Ousmane en a fait pas mal. Malheureusement, il y a toujours le mauvais geste à la fin de ces occasions, surtout pour Ousmane Dembélé, qu'on peut noter. Malgré que contre le Pays-Bas, il y a eu du mieux, et ça, il faut quand même le dire. Il y a eu 2-3 bons centres qui ont été adressés dans cette surface. Malheureusement, pas la finition encore une fois. Donc, il reste quand même... on va en parler tout à l'heure du match contre la Belgique, mais il faudra vite résoudre ce genre de problème, parce que malgré que tu puisses défendre dans l'intégralité d'un match, je pense pas que tu auras les garanties de passer tous les tours contre des équipes qui, eux, seront au point offensivement. Donc c'est à la France et à Didier Deschamps de corriger ça, et surtout d'avoir, je pense, un apport offensif, d'être, je pense, plus tueur, et voilà, de travailler offensivement, parce que je pense que tu peux aller loin. Une défense te fait gagner des titres, une attaque te fait gagner des matchs, mais je pense que ce dicton a un plafond de verre. Il y a une limite, bien sûr. Et voilà. Et ouais, je vais m'adresser plutôt à Théo et Driss, nos 2 spécialistes sur le plateau, mais vous pensez finalement que d'ici les 8e ou d'ici les quarts, si admettons on passe, vous pensez quoi là, on a l'équipe type, en tout cas, pour aller au-delà? Je sais pas si on a l'équipe type, parce il me semble qu'elle a changé sur les 3 matchs. Mais moi, je suis convaincu que des joueurs de ce haut niveau-là, de ce standing-là, ils ont une confiance en eux, au fond d'eux, et ils savent faire. Ils savent marquer, ils savent faire marquer. Donc, tout peut changer sur un match. Et nous, il suffit que sur un match, la Belgique, on en mette 3 et qu'on se qualifie, pour que tout soit reparti et que les doutes soient effacés, entre guillemets. C'est clair que je pense qu'il manque simplement d'un déclic, en tout cas Exactement. dans l'esprit des Bleus, pour lancer la machine offensive qu'on sait quand elle est là, quand elle est opérationnelle, elle fait très très mal aux défenses et aux gardiens adverses. Il en suffit que d'un en finale, parce que je pense que Kylian Mbappé vendange énormément d'occasions contre l'Autriche, contre la Pologne, où il rate un face-à-face incroyable contre l'Autriche. Je sais pas comment il fait pour le rater. Mais ce qui peut être bon pour la France et rassurant, c'est qu'il y a énormément de favoris à la compétition qui n'ont pas forcément lancé leur compétition également. Je pense à l'Allemagne, qui nous ont un peu, je pense, berné, parce que leur premier match était un peu facile, mais en trompe-l'œil un peu. Ouais, voilà. On les a vus un peu plus en difficulté face à la Suisse, qui devait gagner pour moi ce match, mais le break suisse n'a pas été validé par la VAR. On a également le Portugal qui pour moi ne m'a pas rassuré. Hier encore, ils ont perdu un match contre la Géorgie qui les a qualifiés. On a également l'Angleterre, surtout. L'Italie, l'ancien vainqueur. Vas-y, l'Angleterre. Et on a par contre des surprises, je pense à la Suisse, qui pourrait être très dérangeante. Leur dernier Euro était bon, notamment ils nous avaient éliminés en 8e de finale. Suisse et Autriche, je pense que c'est les équipes pièges. Très franchement, de cet Euro-là, qui ne sont pas les grandes favorites, mais elles sont clairement pièges parce qu'elles ont des collectifs en place et elles ont même malgré tout, des individualités pas au niveau des plus grands joueurs au monde, mais qui jouent tous dans des grands clubs européens et qui sont des travailleurs de l'ombre un petit peu et hyper forts, en tout cas collectivement. Les 2 coachs font du très bon boulot, je pense. Voilà, maintenant il faudra... très dur de nous prédire quelque chose. On va essayer tout à l'heure d'un peu de nous retracer cet Euro en avance. Donc c'est vrai que ça va être dur de prédire qui peut l'emporter, qui va remporter déjà ces 8e, parce qu'on a déjà des beaux matchs en 8e de finale. À voir tout ça. Voilà, peut-être qu'on peut évoquer maintenant un petit peu ce 8e face à la Belgique. Moi, je voudrais revenir rapidement, justement sur cette Belgique qui fait pas non plus un super Euro pour le moment. Elle a rassuré lors de son 2e match avec une victoire 2-0 qui les relancé un petit peu. Hier encore par leurs spectateurs. Aussi, parce que il y a ces images assez terribles, mais en même temps logiques dans l'objectif d'un résultat et d'une qualification, de la protection sur le poteau de corner pour conserver ce match nul. C'est pas des images qu'on aime voir en tant que supporter. Surtout quand on est une grande nation et qu'on a des grands joueurs.
C'est pas l'attitude à avoir et c'est pas l'objectif normalement de ces nations-là. Non, c'est clair. C'est pas des images qu'on a l'habitude de voir. La preuve qu'on n'est pas sur une confiance hors du commun, en tout cas, en l'effectif de la Belgique. Un groupe qui finit, enfin les 4 nations de ce groupe qui finit à 4 points, donc un groupe très serré, très déçu. Je comprends les supporters belges de Kevin De Bruyne qui essayent de jouer ce corner à 2 pour garder ce score et de qualifier deuxième. Petit bras, après on entendait un peu plus de cette équipe qui forcément a des individualités très bonnes, notamment comme la France, avec un gros foyer, mais il y a pas mal d'équipes avec des gros foyers dans cette compétition qui n'ont pas forcément apporté les certitudes qu'ils devaient avoir pendant cette compétition. C'est clair. Moi, je pense que pour le coup, on a quand même une défense de la Belgique qui sera prenable pour ces attaquants de l'équipe de France. Ils gardent malgré tout des joueurs relativement expérimentés, certains de l'ancienne génération, notamment celle de 2018. On pense à Vertonghen, il est plus tout jeune, même s'il est toujours, il apporte toujours autant. Hein. Ils sont pas les seuls, ces défenseurs avec de l'expérience. Je pense à Pepe pour l'équipe du Portugal. Je pense qu'il y a quelque chose à faire face à cette équipe de Belgique. Tu penses, toi, Théo, que ce sera quoi les clés pour arriver à se qualifier et à repousser les Belges? Déjà, la première clé, c'est d'être autant solide défensivement qu'on l'a été d'ailleurs au niveau de ces poules, parce qu'on dit toujours dans une compétition, en fait, dans une compétition, il y a 2 compétitions. Il y a celle des poules, donc des matchs de poules, et il y a les éliminations en jeu direct. Donc là, on apporte totalement différemment les matchs, et il faudra garder cette solidité défensive, et bien sûr être plus tueur devant, et avoir l'envie de marquer, l'envie de tuer ces matchs. Et tu penses, toi, Théo, que chaque joueur peut à chaque fois se remettre en question de manière pour apporter au collectif avec des temps finalement très proches, parce que plus on va se rapprocher et plus les temps entre les matchs seront courts finalement. Bien sûr, chaque joueur doit même se remettre en question à chaque match, même si le match a été gagné, on doit toujours voir le positif. C'est très important pour la confiance en soi. Mais il faut aussi voir les petites erreurs qu'on a faites et les corriger. Donc ça, c'est aussi ce qu'on nous apprend, nous, quand on a été en centre de formation, c'est la remise en question. Et après, on travaille. Le joueur qui se remet pas en question, il pourra pas progresser ou être performant. Je voulais jouer un petit jeu avec vous. On a plus de certitude au niveau des goals, des défenseurs et du milieu. Mais quelle serait pour vous l'animation de devant, du coup, les 3 que vous verrez que vous pensez que Deschamps va aligner pour le match face à la Belgique? Et allez, on peut terminer sur ça. Dis-nous, Théo. Déjà, Kylian Mbappé en pointe, ça c'est... En pointe? Ouais, je pense qu'il va être en pointe, c'est clair et net, avec son numéro 10 et son brassard de capitaine. Il y aura toujours Ousmane Dembélé à ses côtés. Et après, moi, je mise bien sur Bradley Barcola. Parce que Marcus Thuram, personnellement, ne m'a pas du tout convaincu sur ses 2 premiers matchs. Je trouve qu'il a très très peu apporté. Et Bradley Barcola, même s'il n'a pas été décisif, il a apporté énormément de centres et sa jeunesse et sa fougue, où on voit que c'est un football où il calcule pas trop. Donc, je mise bien sur la dernière attaque qu'on a eue contre la Pologne. On va voir la même en 8e. Ok. Après, au vu de l'état de l'équipe de Belgique, je me gênerais plutôt retenter une dernière fois Thuram, personnellement en tout cas, avec Mbappé à gauche. Moi, je le préfère comme ça, mais encore une fois, ça reste mon avis de suiveur de l'équipe de France. Et moi, j'ai toujours une préférence pour Kingsley Coman. Je suis pas sûr qu'il soit présent. Un peu pété. Je crois qu'il a encore une fois une petite blessure. Lui, ça le lâche pas. C'est un truc de fou. Mais écoutez, Ousmane Dembélé, même si il me fait un peu enrager devant ma télé. C'est comme ça. T'as un petit prono pour le match de la Belgique? Honnêtement, je vais plutôt suivre, je pense, la voix de l'expert Théo. Non, mais tu as le droit. Étant un peu plus novice que vous dans la partie du foot. Voilà. Parfait. Je peux donner peut-être le mot de la fin à Justine, qui a regardé un peu les matchs des Bleus. C'est quoi un petit peu ton sentiment sur ce que t'as vu jusqu'à présent? Alors pareil, je suis pas non plus une pro, mais honnêtement, je trouve que les joueurs vont pas forcément au bout de leurs idées, au bout du truc, quoi. Il y a eu quelques belles occasions, mais jamais de finition comme on l'espère, jamais de but au final. Donc on peut que s'améliorer pour moi
face à la Belgique ce week-end. Non, c'est quand? C'est Lundi 18h. Lundi 18h. Voilà, on joue à Düsseldorf, mais voilà, c'est un peu ça le constat de cette équipe de France. Très solide défensivement, un bloc équipe qui est en place, un manque de réalisme criant, et on espère un déclic lundi face à la Belgique. Et tout ce que je peux souhaiter maintenant, c'est aller les Bleus. On va terminer cette émission sur cette belle parole. Moi, je remercie l'ensemble de mes chroniqueurs, de mon co-animateur Thomas et de Théo qui est resté avec nous pour finir cette émission. Merci d'être venu en tout cas. Merci beaucoup, merci à vous de l'invitation et je suis très content. Très bien. Bah écoute, ça fait plaisir de pouvoir parler foot avec vous. Je vous laisse sur ces belles paroles. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Nous, on se retrouve même heure, même endroit dans 2 semaines et à très vite sur les antennes de Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. Votre radio.